souvent le droit régulièrement à des gens qui viennent de on sait pas d'où, qui me disent Hey Mike, j'ai la super idée du siècle, code-moi mon projet et on fait 50-50. Tu l'as vu quand il jouait à FIFA avec 6 9 T'as 25 ans, je pense qu'en 25 ans, t'as fait pas mal de choses. T'es passé par 42, t'as été freelance, t'as fait de la crypto. Maintenant, tu t'associes sur des projets qui ont l'air intéressants. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai rencontré un gars à Bali qui s'appelle Thomas, un développeur, 25 ans, qui n'a pas une formation à la base de développeur, hein. Il a rejoint un petit peu comme ça au feeling l'école 42. Il s'est formé, il est monté en compétences et de fil en aiguille, eh bien, il a travaillé sur des projets de plus en plus costauds. Il a notamment travaillé dans des projets crypto, Web3, sur des marketplaces de Solana, etc. Il a ensuite élargi son réseau et il a aidé au développement de la plateforme Podspace, une des plus grosses plateformes pour gérer les studios de podcast. Et il s'est associé avec des entrepreneurs. Il part à San Francisco, lever des fonds, etc. Eh bien, je te présente tout de suite Thomas. Petite interview hyper sympa, tu vas voir ça, c'est super intéressant. C'est parti. Salut Thomas, merci d'avoir accepté cette interview. On s'était croisés à Bali dans une soirée avec des amis, je sais pas si tu te souviens. Et du coup, j'ai eu envie de t'interviewer parce que je sais que tu as un parcours hyper intéressant. Alors, avant d'avancer plus dans cette interview, peux-tu te présenter rapidement pour les personnes qui te découvrent sur cette vidéo? Bien sûr, merci Mike déjà pour l'invitation. Bien sûr, je me souviens, on s'était croisés à Bali. Du coup, moi, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans et j'ai fait l'école 42 à Paris il y a quelques années déjà. Et ensuite, je suis parti, j'ai travaillé dans une agence qui faisait des sites e-commerce. C'est là que j'ai Mhm. commencé à me former vraiment, à développer. Et on a pivoté. Après, on est parti sur tout ce qui était le domaine crypto. Donc, j'ai bossé pas mal dans la crypto pendant quelques années. J'ai eu la chance de bosser pendant 3 ans sur une marketplace NFT qui était une des plus grosses sur Solana, qui s'appelle Solanart. D'accord. Euh, je suis devenu CTO d'ailleurs. On a refait une refonte totale de la plateforme, on a recruté des gens. Et c'était une plateforme, on avait plusieurs millions d'utilisateurs, donc c'était quelque chose de gros. Voilà, après j'ai bossé pas mal en freelance aussi avec plusieurs clients divers et variés, surtout en crypto. Et depuis récemment, je me suis lancé du coup dans un nouveau projet qui s'appelle Spread, dont on abordera peut-être tout à l'heure, qui concerne plutôt la création de contenu et qui est totalement hors du domaine crypto. Super intéressant. C'est vrai que j'avais pas noté cette histoire de passage à 42. Je pense que ça va intéresser un peu mon audience. Donc du coup, ça veut dire que à la base, t'as peut-être pas un background tech ou tu sors peut-être pas d'une école d'ingé ou quelque chose comme ça. Tu t'es dit comment ça. J'ai envie de revenir un peu sur cette partie-là, qui est comment t'as eu l'envie en fait de rejoindre 42. Comment ça s'est passé? Comment t'as postulé? Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Ouais, bien sûr, totalement. Non, effectivement, j'ai pas un background tech de base. Même j'étais parti pour faire une licence d'économie à la base, il y a longtemps, donc c'était D'accord. pas du tout le même sujet. Et je me suis dit, j'ai vu 42 en fait à ce moment-là. J'avais un ami qui avait fait 42. J'avais aussi un ami qui voulait tenter la piscine, donc le concours d'entrée de 42. Et on s'est dit, on s'inscrit ensemble. C'est quelque chose que j'ai tenté sans savoir si ça allait me plaire ou pas vraiment. J'ai toujours été quand même dans le domaine de la tech. J'ai toujours bien aimé les ordinateurs, etc. J'ai toujours été là-dessus. Après, j'ai jamais été du côté développeur. Et donc, je suis arrivé à 42 sans savoir coder du tout, Donc, vraiment rien. quand t'arrivais à 42, on va dire ton background, c'était, ouais, tu connaissais un petit peu les ordinateurs, peut-être Windows, Mac, tu savais faire des trucs, mais t'avais jamais vraiment, en fait, programmé. Là, t'es rentré à 42 en mode, allez, j'y vais, je me lance, il y a la fameuse piscine, etc. Et boum, c'est parti, quoi. Totalement, ouais, ouais. Je suis arrivé comme ça et je me suis dit, je fais les 30 jours, c'est un mois, je vois comment ça, enfin 28 jours du coup, et je vois comment ça se passe. Et si ça se passe bien et que je suis pris, potentiellement je continue. Sinon, j'ai mon backup et je pars en licence d'économie. Au final, c'est bien passé. Ouais. Je suis pas terminé dans les premiers non plus, mais pas dans les derniers non plus, donc j'ai pu À ce qui paraît, passer. c'est assez, je vais pas dire hardcore, mais c'est quand même assez difficile. T'es un peu livré à toi-même, faut se débrouiller. Et t'as vraiment ressenti ça, ce côté, débrouille-toi, fais tes projets et vois ce que ça donne. C'est bien ça un peu Alors, le concept de la piscine. il y a un côté où c'est très débrouille-toi, et il y a un côté aussi où on est très ensemble en fait, tout le monde s'entraide. Parce qu'on est Ouais. 900, à peu près 800, 900 étudiants qui passent à la Wow. piscine En même, chaque sur un session, sur les mois. 28 jours, t'as 900 personnes. Ouais, Waouh. ouais, exactement. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est pas Et en mal, fait, ouais. ce
qui se passe, c'est qu'en général, au bout d'une semaine, tu as déjà Ouais, 300 personnes qui sont plus là, qui tiennent ouais. pas la cadence. Et à la fin, on termine, on est 500, 600 peut-être. Et il y Et il y en a a à peu combien près d'élus? 300 qui sont pris. 300 qui sont pris, d'accord. Donc, si Ok. tu vas jusqu'au bout, que tu tiens le coup et que tu fais vraiment les choses sérieusement, ça demande beaucoup de travail, hein. On parle de 15 heures à peu près par jour en moyenne. Les gens travaillent. Le week-end, on est en travail de groupe, donc ça continue. Il n'y a pas de pause vraiment pendant ce mois-là, c'est non-stop. Mais ceux qui vont au bout ont quand même une grande chance d'être pris. C'est beaucoup de résilience, je pense, surtout. Et du coup, on s'entraide énormément. Dès qu'on ne sait pas quelque chose, on cherche, on va demander au voisin à côté s'il a trouvé la solution, comment, etc. Donc, il y a ce truc-là où on est perdu, où on nous donne des projets, on ne sait pas les faire et il faut trouver une solution. Mais en même temps, entre nous, on s'aide beaucoup. Ouais, mais moi, je trouve que c'est hyper formateur et c'est vrai que ça filtre les profils qui sont un petit peu, qui attendent d'être trop guidés parce qu'en fait, tu vois, quand tu es développeur, bah forcément, il faut apprendre à se former un petit peu tout seul, à aller chercher l'information, à se débrouiller un peu à droite à gauche pour faire avancer le projet. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est très formateur. Donc, du coup, t'as fait 42, ça a duré combien de temps, 42 en tout? 42, pour moi, ça a duré 2 ans à peu près, je dirais. C'était quelle année ça? Euh, C'était Moi, je suis à rentré peu en près. 2018, il me semble. J'ai passé la piscine en 2018. Ça venait c'était ouais, les deuxième ou troisième sessions, je crois. C'était assez relativement Non, un nouveau. peu plus. C'était cinquième, je pense. C'est Cinquième sorti en session. 2013, si je dis pas de Sortie bêtises. 2013, d'accord. Ok, ok, cool. Donc du coup, ça a duré combien de temps? Tu me disais l'école 42 là, en termes de formation au total? Personnellement, moi, ça a duré 2 ans, Deux et enfin ans. un peu plus de 2 ans en comptant ce que j'ai fait en stage, une alternance derrière. Mhm. Euh, mais en réalité, le temps que j'ai passé réellement dans l'école, c'est 1 an, un peu plus d'1 an. Ok, Donc, j'ai d'accord. passé vraiment du temps complet dans l'école. Après, c'est très variable selon les gens. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'avoir un diplôme qui est reconnu par l'État. Ce n'était pas le cas à l'époque. La plupart des gens à l'époque, ils restaient là le temps qu'il fallait au début. 1 an, mais 1 an qui est intensif, hein. Donc, on peut venir à l'école tous les jours. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24/24. Donc, on peut aller beaucoup plus vite que dans une formation classique. Ouais. Et la plupart des gens allaient en stage, en général, avaient une belle offre d'emploi derrière et du coup ne revenaient pas à l'école parce qu'ils pouvaient avoir un Ouais, salaire, etc. une fois que t'es lancé dans le monde de l'entreprise, c'est dur de revenir pour rien parce que Exact. t'es déjà lancé. Et du coup, toi, t'en es sorti avec quoi? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas forcément un diplôme. Mais toi, tu cherchais ça, le diplôme, à cette époque-là, parce que tu sais Non. probablement, les devs, voilà, c'est plutôt le niveau que t'as qui compte plus qu'un morceau de papier. Donc, toi, tu le cherchais, ce diplôme, à l'époque, et que t'as switché par rapport à ça, ou peut-être au début, je sais que quand on se lance dans le dev, bah, c'est quand même assez important d'avoir un diplôme. Et plus on avance, plus on se rend compte que ouais, bon, c'est pas forcément ça qui fait le dev, quoi. C'est pas le bout de papier qui fait le dev. Comment t'as switché par rapport à ça, ou peut-être t'avais pas d'a priori, ou je sais pas, comment t'as vu ce truc-là, quoi. Ouais, Le non, j'ai jamais diplôme. été très diplôme en vrai. C'est pas quelque chose Ouais. qui m'a fait beaucoup peur. J'ai toujours été très à chercher par moi-même, à comprendre les choses. Tu vois, même si je faisais pas de dev avant, j'ai trouvé des solutions en ligne pour faire des petits business, des choses. Donc j'ai toujours eu ce côté-là. Donc je voyais pas forcément l'intérêt du diplôme, ce qui n'était pas forcément le cas de ma mère à l'époque, voilà, Les qui parents, était c'est toujours comme ça. Ouais, exactement. Donc, pour elle, c'était plus un problème. Mais même aujourd'hui, tu vois, c'est toujours le truc, tu n'as toujours pas de diplôme. Ou, voilà. Mais non, toujours j'ai pas le pas de diplôme diplôme. officiel, du coup, avec 42. Mais c'est pas le Ouais. problème, tu vois. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses, diplôme ou pas. Ça t'a pas Euh, empêché justement de rentrer, on va dire, dans la vie active. Donc t'es rentré comment? T'es rentré par un stage ou tout de suite t'es rentré, comment t'es rentré dans la vie ouais, du active en tant coup, que dev, en fait? très simplement, au bout d'1 an à 42, je cherchais un stage. On a un Slack sur l'école qui nous permet de voir les offres d'emploi. Il y en a pas mal. Il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent des gens de 42. Il y a quand même une bonne et une mauvaise réputation, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec des gens de 42, il y a des gens qui ont des très bonnes expériences. Le profil de 42 est très varié, donc tu peux trouver de tout. Mais du coup, j'ai trouvé deux offres à l'époque de stage qui m'intéressaient. Une qui était à Neuilly-sur-Seine, une qui était à Paris Centre. J'ai postulé aux deux, j'ai fait les deux entretiens. Les deux, ils m'ont dit OK, on peut commencer lundi. Les deux, étaient prêts à me prendre. Et j'ai dû faire un choix du coup directement entre les deux entreprises. Et j'ai choisi celle qui était à Paris dans le deuxième, où on faisait des sites e-commerce du coup pour des clients. C'était Et moi, qui? je me suis occupé de. C'est pas indiscret, c'était quoi? C'était une ESN, enfin une agence, voilà, qui faisait des Non, pas sites du tout. e-commerce. C'était? Pas du tout une ESN. Cherchez pas des ESN, cherchez plutôt l'ambiance startup un petit peu où on D'accord. puisse contribuer vraiment dans la boîte. Du coup, on était une vingtaine, on n'était pas énormément. Et Et c'était ça quoi, s'appelait si c'est pas indiscret, le e-commerce? Enfin, le site, le business derrière, c'était quoi? Enfin, c'était quelle boîte? l'agence s'appelait Studios Errance.
D'accord. Et du coup, voilà, c'était juste globalement faire le thème Shopify pour beaucoup de sites e-commerce à Paris, D'accord, ok, donc ouais, je grandes comprends marques. bien. Mais moi, du coup, je me suis occupé là-bas du développement d'applications. On voulait se lancer sur l'App Store de Shopify à l'époque. D'accord, ok, très clair. Donc ça, cette expérience, ça a duré combien de temps à peu près? Enfin, ce stage plutôt? Ça a duré, ça n'a pas été qu'un stage, ça a évolué en alternance, etc. Ça a duré 2 ans à peu près. D'accord, ouais. Donc généralement, alternance, je suis passé par la case alternance et franchement, je crois que j'ai jamais autant évolué qu'à cette période-là. C'est-à-dire, tu sors vraiment de l'école, là, t'es confronté au réel. T'as les projets qui arrivent, t'as les deadlines, t'as tout. Hmm. C'est hyper stimulant. Généralement, c'est là où on progresse pas mal. Donc là, t'as fait ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ces 2 ans? T'as peut-être eu envie de voir un petit peu ailleurs. Après, il s'est passé beaucoup de choses sur cette dernière année-là. Je me suis beaucoup intéressé du coup au monde de la crypto, ce que je te disais. Ouais, c'était la période J'ai d'euphorie, là, les 2021, 2022, tout ça, là, où c'était exactement. assez fou avec les NFT et tout ça. 2021, en plein été 2021, du Ouais. coup, ouais. Au bureau, on s'intéressait beaucoup aux NFT, nous, à l'époque. Et on a commencé, du coup, à en acheter après le soir au bureau. On a commencé à rentrer pas mal dans ce milieu-là. Il y en a pour qui ça a très bien marché, justement, et d'autres moins, etc. Mais bref, on s'est beaucoup intéressé au sujet. Et au final, on a été à Solana Breakpoint, qui était le plus gros événement Solana à Lisbonne, le premier à l'époque. J'ai fait beaucoup de rencontres intéressantes là-bas, dont le fondateur de Solanart, Ah ouais, qui était la d'accord. plus grosse marketplace NFT à ce moment-là. Et Mhm. on a décidé de travailler ensemble, du coup. Donc, j'ai switché de projet à ce moment-là, fin D'accord. 2021. Ça marche comment? C'est un projet NFT, parce que, enfin un projet crypto ou NFT, concrètement pour un dev, parce que j'ai pas eu l'opportunité finalement j'ai touché un petit peu à quelques petits projets comme ça vite fait crypto, mais j'ai pas eu l'opportunité de travailler là-dessus. Comment ça se passe? C'est quoi les différences par rapport à un projet, disons web plutôt classique, plutôt web 2? C'est quoi un petit peu les difficultés ou les choses qui changent vraiment? Alors, du coup, moi, ma spécialité, ça reste quand même tout ce qui est Next.js, React, aussi backend, donc Node.js, tout ce qui est API, etc., full stack. La couche qui se rajoute quand on touche à tout ce qui est Web3, c'est la partie blockchain, du coup, où tu vas Avec pouvoir Solidity interagir avec ou des choses les comme ça? Non. Solidity Ouais, pour Ethereum, et du coup, pour Solana, c'est Rust, le langage qui est d'accord. utilisé. Ok. Mais du coup, moi, je touche pas vraiment en Rust, donc j'ai des notions très basiques, mais du coup, on avait un développeur pour ça qui était excellent là-dessus, qui développe D'accord. juste Ouais, en du coup, tu Rust. étais dans un environnement Web 3, mais tu développais, on va dire, du web, Web 2 classique et tu t'interagissais un petit peu avec les personnes qui faisaient du Web 3. Mais du coup, c'est comme si tu avais du coup sur les programmes on-chain, c'est comme si tu avais une API qui te permet d'interagir avec ces programmes-là. Donc il faut quand même comprendre ce truc-là parce que même si tu es sur du web classique à ce moment-là, tu interagis avec des librairies qui te permettent de définir le nombre de frais que tu vas payer, quel NFT tu vas choisir dans le wallet pour l'envoyer, quel crypto, etc. Tout ça, tu le mets Ok. sous forme de JSON globalement, voilà, et tu interagis avec le programme. Le programme va refuser, accepter, tu dois interpréter comment ça fonctionne. Et voilà. Ok. Ça a dû être assez intéressant, non, j'imagine, ou là, tu as dû bien progresser à cette époque-là aussi. Ouais, c'était super intéressant parce que le projet était vraiment à son pic quand je suis arrivé. C'était la seule marketplace, la plus grosse, enfin, pas la seule, il y en avait d'autres qui étaient très mineurs à ce moment-là, mais 95%, si ce n'est plus, du marché était sur cette marketplace. Donc en 2021, t'imagines, c'était un gros moment, voilà, il y avait beaucoup d'utilisateurs. Et donc du coup, on a eu pas mal de challenges, ouais, que ce soit pour scale, Et, que ce soit attends, pour... je check, c'est Solanart, c'est ça? c'est ça, ouais. Ok, ouais, je vois la plateforme. Ouais. Ok, ok, très clair. Et du coup, ok, tu me disais, tu as avancé là-dessus. Ça, après, t'as arrêté quoi après combien de temps? Enfin, tu as décidé un petit peu de changer de projet. Ça a duré 2 ans, donc j'ai arrêté, c'était fin 2023. 2023. Toujours, t'étais en remote ou t'étais dans les locaux? T'étais comment? En remote, En toujours. Ouais. Et remote. sur Solanart, on avait une équipe qui était très variée. On avait des gens en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Inde même à un moment. Donc voilà, c'était Et vraiment comment très ça s'est varié. passé les processus comment tu as postulé à ce type d'offre et comment ça s'est passé en gros les entretiens, les phases de recrutement parce que tu as des boîtes comme ça qui sont très remote friendly et qui embauchent des devs et souvent des process qui sont un petit peu particuliers. C'est passé comment? Moi, il n'y a pas eu ce process-là. J'ai jamais fonctionné comme ça avec mes clients. J'ai jamais vraiment postulé à part le premier stage, tu vois, où même ça a été très, très fluide.
Ça a été beaucoup de contacts, Tac. de bouche à oreille. C'est devenu avant tout des amis la plupart du temps, mes clients, plutôt que des employeurs. Ouais, tu me disais donc t'as jamais suivi un peu le process classique, tu as plutôt fait fonctionner ton réseau, d'où d'ailleurs l'importance, on le répète jamais assez, bah, de se fabriquer un réseau, d'avoir un bon réseau, ça permet comme ça d'avoir accès aux meilleures offres. Moi, je dirais même que souvent les meilleures offres, elles viennent plutôt du réseau que d'aller postuler. Alors parfois tu peux tomber aussi sur des pépites en postulant, il y a pas de souci, mais souvent en faisant jouer son réseau, on a accès à pas mal d'offres. Toi, c'était un peu ta vision aussi, tu as eu cette vision d'avoir, de travailler sur ton réseau, de bien communiquer, etc. Ou ça s'est fait un peu naturellement? Honnêtement, ça s'est fait naturellement. Je pense que le fait d'être à Paris a beaucoup aidé aussi. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient intéressantes, qui m'ont proposé, en fait, du fait de savoir que j'étais dev, que je faisais ça, ceci, cela. Ils avaient des besoins ou ils connaissaient des gens qui avaient des besoins. Donc, j'ai eu beaucoup de mises en relation comme ça, ce qui m'a permis de sauter de projet en projet. La première Ok. porte d'entrée, je pense que ça a été quand même le stage, tu vois, dans l'agence que je te disais. Ça m'a permis d'ouvrir mon réseau à partir de là, de faire des connaissances. Et Souvent, tout le plus découle de dur là, pour en un fait. dev, le plus dur pour un dev, c'est la première expérience. Souvent, là où il y a où il y a beaucoup de personnes qui soit qu'arrêtent ou qui abandonnent un peu comme à la piscine ou des choses comme ça, c'est vraiment la première expérience. Mais à partir du moment où tu as cette fameuse première expérience, généralement, après, ça suit relativement bien, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je me souviens à l'époque, même avant de me lancer en freelance, tu vois, c'était quelque chose que je me demandais, mais est-ce que je vais être capable de remplir la mission? Est-ce que je suis légitime à se demander ce tarif-là, etc. Et c'est quelque chose qui part après, on n'a plus cette pression-là, en fait. Une fois qu'on Ouais, une sait fois que tu as fait la valeur de quelques son missions. travail. C'est vrai qu'au début, les premières missions freelance, d'annoncer un TJM, que ce soit 400, 500, 600, peut-être plus, tu te dis, moi, 400, 500, tu vois, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur et t'oses pas poser, enfin, tu vois, quand on te demande quel est votre TJM, t'es un peu, un petit peu, t'as eu ça aussi, cette peur d'annoncer le TJM. Oui, un petit peu. C'est quelque chose, on se remet en question au début sur est-ce qu'on va être capable de remplir la mission? Est-ce qu'on est légitime à se demander ce prix-là? C'est des choses qu'on a au début. Après, ça part très vite. Je pense, une fois qu'on a fait ses premières missions, une fois qu'on est conscient de la valeur qu'on apporte, j'ai pas eu de problème ensuite avec le TGM. Mais c'est quelque chose qu'on se pose au début. Ouais. Ok. Et pour avancer un petit peu, alors moi, la partie aussi qui m'intéressait, c'est aussi la partie un petit peu liée à ce que tu as décidé de faire. Alors, je sais pas si je saute des étapes, mais il y a une partie intéressante, c'est par rapport à ton projet de location là, de studio de podcast, Podspace, hein, c'est bien ça. Et donc notamment, non, plutôt Spread.ai. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est fait, comment t'en es venu à rencontrer certaines personnes et puis que l'idée du projet est arrivée? Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ce projet? Ouais, totalement. Bah, écoute, pour parler de spread, déjà, je vais parler de Podspace en premier, parce que c'est là que se fait la porte d'entrée sur ce projet-là. Mais en fait, moi, je suivais rapidement ce que faisait James sur les réseaux. Et j'ai vu passer un tweet à un moment où il cherchait quelqu'un pour améliorer le service de réservation sur Podspace. Tu l'as vu Podspace, quand il jouait à FIFA avec 6ix9ine, j'avais vu ça à Miami, enfin un rappeur, enfin bref, oui, donc tu as vu des tweets passer par rapport à ça et tu t'es dit, Non, non, ça c'était récent, mais non, ouais, non, James, on s'est rencontrés il y a un an et demi maintenant. Donc c'est fin 2023. Et du coup, on a parlé, on a bien sympathisé directement et on a commencé du coup à bosser très rapidement sur ce projet-là. Et du coup, le but, c'était juste de remplacer la plateforme de réservation qui passait par un SaaS externe à l'époque et d'améliorer du coup l'expérience de réservation pour pouvoir avoir les upsells, le calendrier, ça c'est les Spread ou c'est la différentes. plateforme avant Spread? Non, ça c'est là tu nous parles de Spread. Non, je te parle de la plateforme avant Tu Spread parles là. tu parles de Podspace. Voilà, mais du coup là c'est un module que j'ai développé à la base en freelance, moi qui était totalement indépendant, qui était pour Podspace, qui a été d'ailleurs D'accord. copié de multiples fois sur différents studios. C'est assez marrant de D'accord. voir qu'il y a des gens vraiment, ils ont juste ailleurs un développeur, tu vois, et c'est copié-collé, genre c'est de A à Ah, Z. ils réfléchissent pas, ils se posent pas de questions, ils disent ça marche ici, on prend, on fait la même chose. C'était quoi un peu les difficultés par rapport à ça? Bah,
parce que c'est quoi la problématique pour ce type de studio? C'est de pouvoir quoi, réserver un emplacement dans un lieu, de bien gérer, qu'il n'y ait pas de problème. C'est quoi un peu la complexité sur Podspace? Parce que moi, à titre personnel, tu sais, j'ai un business par exemple, de photoshooting où j'ai des photoshootings, ça se réserve à l'heure. Alors, il y a un padding time de 30 minutes, faut gérer le cleaning, le machin, etc. Bon, j'utilise des SaaS parce qu'il y en a qui font ça et donc j'ai rien redéveloppé. Mais là, c'est quoi un petit peu la spécificité, la difficulté par rapport on va dire, au business de la location de studios de podcast, en fait. Bah, déjà, la première chose, c'était la personnalisation du module, pouvoir faire ce qu'on voulait. D'accord. Déjà, le brander, etc., améliorer, pour avoir une conversion qui est meilleure, c'était déjà la première étape. Ensuite, Mhm. il y avait des choses, c'est qu'on voulait intégrer des solutions qui étaient utilisées par les équipes chez Podspace. Podspace, c'est 3 studios, tu vois, aujourd'hui sur Paris. Même, il y en a ailleurs en France, il y en a un à Miami aussi. Donc, nous, on voulait pouvoir gérer tous ces studios-là sur la plateforme. Et Mhm. on voulait pouvoir gérer du coup le tarif horaire, gérer le calendrier avec Google Calendar, qui était une solution qui était utilisée par les équipes. Donc les équipes, elles avaient l'habitude de retrouver toutes les réservations avec le détail complet de la réservation dans Google. Donc ça, il fallait qu'on ait Les une équipes, synchronisation. c'est les personnes qui s'appellent les équipes, c'est les personnes qui gèrent physiquement le studio, qui accueillent les gens. C'est ça ce que tu appelles les Exact. équipes? D'accord, ok. Les opérateurs, ouais. Ouais. Exactement. Qui s'occupent de setup les caméras, qui s'occupent de faire les montages, etc. Et du coup, on avait besoin d'avoir cette synchronisation avec le calendrier Google, déjà premièrement. Donc, quelqu'un réserve, automatiquement, on crée l'event sur Google avec toutes les informations de réservation, la formule qu'il a pris, les upsells, s'il a ajouté un commentaire aussi, ça arrive souvent. Et également, dans l'autre sens, du coup, si jamais quelqu'un met un créneau sur Google Calendar, que ça bloque sur le calendrier sur le site. Ça, c'est des choses que proposent plusieurs SaaS en vrai, mais tu en avais besoin de développer. Il y a aussi le fait d'avoir les fichiers. Aujourd'hui, tous les fichiers sont uploadés sur Dropbox pour Podspace. Du coup, ça, la livraison de fichiers, on voulait l'avoir sur la plateforme, que les clients puissent retrouver leurs fichiers. Donc ça, on a une intégration avec l'API Dropbox qui permet de voir les fichiers qui ont été livrés dans un dossier en particulier qui est lié à la réservation. Quand ils cliquent Et dessus, ça les redirige sur un Dropbox. studio, c'est combien de caméras chez Podspace? Enfin, c'est deux caméras ou plus? C'est au minimum 3 caméras pour un tournage, Minimum dans tous trois les caméras. cas. Ok. Minimum 3 caméras pour 2 personnes parce que tu as toujours une caméra Plan plan large. serré pour chaque personne et un plan large. Voilà, Ouais. tout à fait. Et voilà. Et du coup, et un studio, c'est plusieurs décors quand je dis un studio. Ouais. Donc, sur Montmartre, par exemple, aujourd'hui, tu as, 4 décors. Sur Jeuneur, tu en as 5, etc. Voilà. Et Station F qui vient de là. Les studios, t'as Station F, t'as Montmartre et tu disais, c'est quoi l'autre? Il n'y en a pas un dans le deuxième? Non, ou c'est peut-être pas. Jeuneur. Les deux sont dans le deuxième, Montmartre et Jeuneur. Ok, d'accord. Ok, très clair. Et donc, du coup, Mais ça a été un peu la grosse problématique, ça a été ça, c'est-à-dire d'avoir une bonne plateforme de réservation pour les podcasts des studios et en plus, toute la partie, en fait, les livrables, quoi, c'est-à-dire pouvoir rendre accessibles les vidéos, enfin, les fichiers vidéo derrière, quoi. ouais, exactement. C'est un truc sur lequel on a évolué avec le temps. Il y a eu aussi les franchisés qui sont arrivés à un moment. Donc, ça a été, on a dû déployer la plateforme pour plusieurs studios, même dans différentes devises, dans différents pays, donc différentes time zones. Donc, il y a plein de problématiques qui sont rajoutées. Mhm. Aujourd'hui, la plateforme, elle est Quel pays, par disponible, exemple? elle est disponible aux États-Unis, à Miami, disponible à Barcelone aussi. On a à La Réunion aussi. Et en France, tu en as plusieurs. Tu as Lille, Saint-Étienne. Peut-être Bali bientôt si ça se fait. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est vrai que moi, c'est un. Avant de te rencontrer, c'est marrant, mais j'avais ce truc. Alors maintenant, à Bali, il commence à y avoir des studios de podcast, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça et c'était un peu compliqué, c'était pas ouf, c'était pas facile. Et je m'étais posé la question, j'ai eu cette envie pendant un moment de me dire, parce que tu sais, je développe quelques villas à Bali. Et je me suis dit, putain, un studio de podcast, finalement, surtout à Bali, avec le nombre de personnes, d'influenceurs, d'entrepreneurs qui sont là, ça pourrait être un bon business. Et c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. Et donc, pour les personnes un peu comme moi, c'est-à-dire qui auraient leur petit studio de podcast indépendant, ils doivent générer en fait un peu leur trafic, enfin, se débrouiller à trouver des clients. L'idée, c'est si tu deviens affilié à Podspace, Podspace devient connu et en gros, ça te ramène un peu comme Airbnb ramène des clients dans ton appartement ou ta villa. Là, Podspace ramènerait en fait en gros des clients, quoi, plus ou moins. Et il y a un système de commission, quelque chose comme ça. C'est ça le principe, si je me trompe pas, pour les Ça, c'est affiliés. marrant, ça, c'est marrant, ma partie, du coup, parce que c'est la partie franchisée sur Podspace. Nous, ce qu'on D'accord. développe ensemble, c'est la partie spread ensuite. C'est le Mhm. mieux de parler.
Mais oui, la partie franchisée, du coup, tu as un programme avec un pourcentage, etc. et une formation au départ. Ce qui permet d'avoir la marque, du coup, Podspace, qui est la plus grande aujourd'hui en France, si ce n'est en Europe, je pense. Donc, les studios qui Euh, viennent affilés, ils doivent s'appeler Podspace, c'est ça? pour les franchisés, oui. Mais ça, Pour les c'est franchises. lié à Podspace. D'accord. Ok. Et Je si tu veux qu'on comprends. parle de spread, du coup, spread, Et donc, c'est différent. voilà, c'est là où j'ai voilà, c'est là où j'ai un peu de mal entre le Postpace de base et Spread. Donc Spread, c'est ton nouveau projet, c'est ça. Donc bah, je te laisse le présenter. Exact. Exactement. Du coup, avec James et Eddie, du coup, qui sont les fondateurs de Podspace, on a décidé de s'associer il y a déjà 6 mois en arrière sur un nouveau projet qui serait d'englober plus le marché de la création de contenu, des studios de podcast et plus encore. Je vais t'en parler après, mais Mhm. euh, l'idée, c'est que les studios de podcast, c'est très concurrentiel, c'est très dur aussi à développer à grande échelle parce que tu as besoin de beaucoup d'équipes techniques, beaucoup de formations, etc. C'est quand même un business qui demande beaucoup de ressources. Du coup, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est plus un projet tech, tu vois. On veut dissocier ça. Et du coup, l'idée, c'est de partir déjà à l'international, de pouvoir avoir cette influence sur la création de contenu, sur la réservation de studios à l'international, en proposant une plateforme où tu peux réserver un studio, peu importe où, avec les studios qui sont listés sur la plateforme où nous, on prend une commission. Donc c'est Donc vraiment ça, c'est la différent première de la étape. franchise. Là. Pour le coup, c'est pour tous les studios un peu indépendants qui sont pas franchisés, ils peuvent donc rejoindre Spread, c'est ça? Totalement, totalement. Ok, Concurrent, tout le d'accord. monde, tout le monde est bienvenu sur Spread. Après, voilà, ça c'est une première étape du projet dont on a parlé depuis un moment. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on travaille en parallèle, ou d'ailleurs on croit peut-être plus. C'est des choses qu'on est en train de tester en ce moment. Tu vois, on est en pleine phase d'itération quand même sur le projet. On sait qu'il y a un marché, on sait que la création de contenu, c'est hyper important aujourd'hui. Tout le monde a besoin de créer du contenu. On voit, je sais pas, j'étais à Fitness Park, par exemple, une salle de sport, tu vois, ils passent des podcasts sur leurs écrans, ils invitent des gens dans la salle pour parler, que ce soit un avocat, un médecin, tout le monde aujourd'hui qui a besoin d'avoir des clients externes, des freelances, Et puis c'est ont vrai que besoin de créer du contenu. le format podcast a littéralement explosé ces dernières années. Je veux dire, à l'époque, il y avait des podcasts, mais tu sais, c'est des podcasts un petit peu confidentiels. Et puis avec l'arrivée des, tu sais, des shorts, des réels, etc., ben, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, on va faire des épisodes de podcast et puis on va pouvoir les découper en shorts et ça nous fait du content qu'on peut recycler, etc. Et à mon avis, ça a propulsé comme ça le podcast et les épisodes de podcast et notamment le fait d'avoir des beaux studios un petit peu sympas. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, nous, la plupart des clients, c'est quand même des professionnels. Ouais, Si on peut revenir là-dessus, c'est peu des particuliers. 70%, c'est des professionnels. ouais. Qui ont des besoins, je pense, qui sont différents aussi des particuliers. Tu vois, c'est quand même des prestations qui sont pas chères. C'est quand même assez accessible aujourd'hui. Ça commence à 150 euros de l'heure. Mais en général, c'est quand même des budgets qui correspondent plus à des professionnels, je pense. Surtout si tu veux du montage, etc., tu peux monter à 500 euros de l'heure. Mais du coup, ce qu'on vise, nous, aujourd'hui, oui, c'est tous les professionnels qui ont besoin de recevoir, par exemple, des invités. Tu vois, tu vas pas les recevoir chez toi, c'est compliqué, tu n'as pas forcément le matériel, tu n'as pas forcément le décor. Donc, tu as besoin d'un studio. Quelque chose qu'on est en train de bosser aussi en ce moment, c'est la livraison de studios à domicile. C'est-à-dire qu'on puisse t'envoyer un vidéaste qui setup rapidement les lights, les caméras et on tourne chez toi, tu vois. Ou dans un lieu, peu importe lequel. On a discuté déjà avec des grosses salles de sport, typiquement à Paris, pour faire un test où on pourrait tourner dans un univers de salle de sport, une salle de boxe par exemple, un podcast. Et Ouais. du coup, c'est quelque chose qu'on est en train de vraiment réfléchir. Ouais, de Et ça, je pense que c'est déplacer le clairement studio un peu en un proche. bon business, parce que pour avoir fait un petit peu l'expérience, c'est-à-dire j'ai déjà essayé de faire des épisodes chez moi, il faut brancher les caméras, t'as oublié un micro, etc. C'est un peu une galère, donc ça fait un peu flipper, puis tu sais, t'as pas le temps de t'occuper de ça. J'ai aussi eu l'expérience où j'ai reçu quelqu'un qui est venu avec son équipe. Comment c'est agréable. Là, toi, tu te préoccupes de rien, tu t'assois, tu te concentres, on te met les micros, t'as les caméras, c'est limite on te maquille comme avant le JT de TF1, tu vois. C'est limite ça, bon peut-être pas à ce point-là, mais clairement c'est un gros plus. Et c'est vrai que ça c'est un service, on doit pouvoir le retrouver à Bali, mais si tu pouvais plus souvent le trouver, enfin si tu pouvais le trouver plus facilement, je pense que c'est clairement un gros plus et je pense qu'il doit y avoir de l'avenir là-dessus. Cool. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, il y a ce projet, il y a un point que je voudrais aborder. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent pour les développeurs.
le fait de s'associer avec des entrepreneurs. Parce qu'il y a beaucoup le cas de personnes. Alors, moi, comme je suis un petit peu sur les réseaux, j'ai souvent le droit à régulièrement à des gens qui viennent de, on sait pas d'où, qui me disent, Hey Mike, j'ai la super idée du siècle, code-moi mon projet, et on fait 50-50, et le mec, il va rien faire, etc. Donc, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, je pense faut pas s'associer avec n'importe qui. Nous, on est développeurs et ça nous prend pas mal de temps, donc faut quand même faire attention avec qui on s'associe parce que, voilà. Toi, comment t'as vu un peu ce truc-là? Bon, je pense que déjà, t'as le background par rapport aux personnes avec qui tu t'associes et ça y fait beaucoup. Mais comment t'as vu un peu cet aspect, en gros, et comment vous êtes arrangé entre, je sais pas si vous avez parlé de parts, d'échange de temps, en nature, comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Ouais, bien sûr. Bah, en vrai, l'idée, c'était d'avoir une équipe, des associés. Enfin, on s'apporte tous entre nous, tu vois. Podspace avait déjà une grosse place dans le secteur. Moi, j'avais une grosse expérience sur la tech. On a bien travaillé ensemble avant, tu vois. Enfin, c'est bien passé sur la collaboration avec Podspace. Et du coup, c'était assez évident pour nous, tu vois. On avait des idées sur la tech. On avait envie de partir aussi à San Francisco. On pourra en parler après, mais c'est la prochaine destination. Et donc, c'est des choses qu'on on était portés par les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Et on avait chacun dans l'équipe un background qui était complémentaire. Que ce soit pour James, qui a un gros podcast, tu vois, il a plus d'1 million de followers sur les réseaux. Ça marche très bien. Et donc, c'est un profil de créateur de contenu, tu vois, vraiment, qui est essentiel. Eddie, qui a un profil plus entrepreneur, tu vois, qui a déjà créé plusieurs boîtes qui ont bien marché. Et du coup, Podspace, qui est la naissance de ça entre deux, et moi sur les projets tech avant. Donc, je pense que les trois profils étaient vraiment complémentaires. Tu me parles de parts, etc. Nous, sur le projet, on est tous égales. On s'investit autant, on partage équitablement. Donc, Et j'imagine que c'est c'est basé vraiment, surtout sur le feeling, sur le fait d'avoir déjà travaillé avec ces personnes. Donc, du coup, il y a quand même de la confiance qui se crée. On sait ce qui fait quoi et ça se fait un petit peu naturellement, quoi. C'est ça que tu veux nous dire. bien sûr, totalement, ouais. Ok. Vous en êtes tout, du coup, sur quel est l'état d'avancement? J'avais vu quelque chose qui était sorti, qui était plutôt joli. Je sais pas si on aura l'occasion de mettre quelques screens. Vous en êtes tout, là, dans ce projet-là, actuellement? Écoute, pour l'instant, là, on a développé déjà la plateforme qui permet de chercher un studio, de réserver, de gérer sa réservation. On a aussi la partie hébergement de fichiers dont on n'a pas parlé, qui est assez important. C'est un gros problème pour les studios aujourd'hui de gérer des fichiers de 50 gigas, de 100 gigas, tu vois, de rush. Les sessions sont très lourdes en général. Donc on a Ouais. cette partie-là qui permet d'avoir un cloud sur la plateforme. On développe aussi une solution IA derrière. On bosse activement Mhm. dessus, donc ça c'est complètement en cours, il n'y a rien de sorti. Mais notre but, c'est que tu puisses avoir tes fichiers sur la plateforme après ton tournage et qu'ils soient directement édités en short, traduire dans une autre langue, etc. Tu vois. Que tu sortes pas de la plateforme, tu n'as pas besoin d'utiliser plein d'outils différents. Ah, tu veux dire que derrière, Euh, tu pourrais sortir à partir des rushs, tu pourrais en extraire des shorts et des choses comme ça directement sur la plateforme. C'est ça. exactement. Ouais, ça pourrait être top. Et on pourrait même Ok. l'automatiser. C'est-à-dire que demain, tu pourrais dire, bah, moi, quand je fais un tournage, je veux qu'il y ait tant de shorts générés, de tel moment, etc. Je veux une description YouTube, je veux je sais pas quoi. Tout ça, on pourrait te le sortir. D'ici 2 heures ou 3 heures, tu rentres chez toi, tu as déjà tout qui est disponible sur la plateforme. Et le but, c'est que ce soit le plus rapidement possible prêt à publier quand tu crées du contenu. Parce que c'est vrai que c'est ça un peu aussi le sujet, un peu le pain point sur voilà, déjà de pouvoir faire un podcast dans un studio sans trop de problèmes techniques, c'est déjà une bonne étape. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, une fois que tu as les rushs, bah, il faut les envoyer à un monteur, il faut trier, il faut faire un montage, il faut vérifier que tout est bon, etc., etc. Et en fait, vous êtes, enfin, si votre solution AI sort, etc., le but, c'est que, bah, voilà, t'enregistres le podcast et quelques heures, jours après, bah, directement, tu as accès à du contenu exploitable sans intervention humaine quasiment, quoi, si je comprends bien. Exactement. Ouais, sans intervention humaine si les besoins sont assez basiques. Après, si jamais tu as des besoins de montage qui sont spécifiques, etc., bien sûr, tu pourrais faire appel à un monteur. Mais c'est le but, oui, c'est que n'importe. Il y a beaucoup de gens en vrai qui viennent tourner du contenu qui n'ont pas besoin de De grand-chose montage. en termes de montage. Ils ont juste besoin de cuts basiques, qui n'est pas les blancs. Ils ont besoin de changement de caméra entre le plan large et le plan serré. C'est des choses qu'on peut facilement faire, tu vois, automatiser. Et Et, alors, et voilà. Et du ouais, pardon, vas-y, je te laisse terminer. Pardon. Non, du coup, nous, ce que tu me demandais, la partie qui est prête pour l'instant, nous, c'est la partie du coup réservation qui est totalement prête.
Après, on est encore en train de réfléchir. Est-ce qu'on lance ce produit-là en premier ou est-ce qu'on communique d'abord sur les studios à domicile qu'on veut déployer aussi. Donc ça, on a une application mobile qui permet justement de réserver d'avoir un vidéaste qui vient chez toi. Et C'est ça, deux du coup, c'est sujets. des Donc, indépendants? C'est des indépendants qui viendraient ou c'est vous qui vous constituez une équipe de c'est des professionnels indépendants. D'accord. Donc C'est en des fait, indépendants, c'est un mais peu une qu'on plateforme source. de mise en relation d'indépendants et de personnes qui souhaitent démarrer des podcasts à domicile. Exactement. Mais du coup, il faut voir ça comme deux sources d'acquisition. C'est-à-dire que tu as la source podcast en physique directement, des studios en physique, pardon, ou la Mm. source où on vient chez toi, on vient n'importe où et on s'adapte aux besoins. C'est une demande qu'on a beaucoup chez Podspace, etc. aujourd'hui. Énormément de gens qui veulent un studio chez eux, des entreprises qui veulent dans leur siège, tu vois, enfin, qui veulent Et tu avoir as beaucoup, ça. t'as beaucoup de professionnels disponibles sur le marché sur ce créneau-là? Enfin, je veux dire, des gens prêts à monter des setups pour les parties. Franchement, il y en Enfin, a beaucoup, ouais. ouais, ok, C'est un, cool. c'est un secteur où en fait il y a beaucoup de demandes d'un côté et il y a aussi une offre qui est là, mais les gens ont du mal à trouver des missions, ont du mal à trouver leurs clients. Donc le but c'est de connecter les deux. Après évidemment c'est à nous de sourcer aussi les prestataires, d'avoir des prestataires qui sont de qualité. Le matériel aussi, ils n'ont pas forcément tout, mais ça on peut facilement, tu vois, travailler avec des stores de location de matériel, il y en a beaucoup. Donc c'est des problèmes qu'on doit résoudre, tu vois, mais qui sont à notre portée. Et en fait, Spread, pour résumer aussi, c'est tous les problèmes qu'on essaie de résoudre, c'est des problèmes qu'on rencontre sur Podspace aujourd'hui, tu vois. Podspace, c'est déjà un truc qui tourne, c'est déjà quelque chose où on rencontre des problèmes existants qui sont pas forcément faciles à corriger au quotidien. Donc, le but, c'est de les corriger avec Spread et à grande échelle. Et du coup, il y a pas un business qui peut cannibaliser un autre là, parce que j'ai l'impression que ça, c'est proche, c'est connexe, mais en même temps, il y a combien de studios sur Podspace actuellement là? Il y a Podspace, il y en a 8. 8. Donc là, c'est assez, c'est plutôt le business de franchise. Et là, c'est le business, il a l'air, vous n'avez pas l'impression que ça se chevauche ou c'est peut-être moi qui ai une mauvaise vision du truc? Pas spécialement parce que déjà, on veut partir à l'international. Donc, le but, c'est pas spécialement la France sur ce business-là. Et c'est pas les mêmes clients forcément non plus qui demandent des studios et les clients qui demandent des choses à domicile. Et la demande, elle est croissante, tu vois. Donc, je pense pas que ça se cannibalise, non. Je pense que les deux sont nécessaires. Et je pense Ok. que la demande peut être plus forte d'ailleurs sur les studios à domicile. Je pense que c'est quelque chose qui est plus flexible pour les gens aujourd'hui. D'accord. Alors j'ai l'impression que tu reviens souvent sur le business de studio à domicile. Ça semble être quelque chose qui a l'air assez, enfin que vous souhaiterez plus peut-être mettre en avant par rapport à la partie de déposer son studio sur la plateforme. Ou je me trompe. Ouais, exactement. En vrai, on a pas mal réfléchi à ça ces derniers temps, je t'avoue. Et de ce qu'on voit, on pense qu'il y a un plus gros marché, en tout cas, sur ce business-là, plutôt que les studios aujourd'hui. En tout cas, les studios, c'est quelque chose de plus lent à développer. Mais les deux nous intéressent, tu vois. La seule chose, tu Et- vois, par exemple, si on compare en France aujourd'hui, Postpace est clairement le leader. Il y a pas beaucoup de studios qui génèrent autant de chiffres. Donc, voilà, on essaye de prioriser cette partie-là. Ouais. et il y a assez de studios dans le monde, on va dire, pour pouvoir faire assez de pouvoir avoir assez comment dire, de studios disponibles sur Spread. Parce que j'ai pas l'impression que ça court les rues. Alors, il y en a de plus en plus, ça c'est sûr. Mais bah, tu vois, par exemple, pour Paris, moi, j'hallucine encore. Et je discutais avec une amie là, qui faisait des podcasts, un truc de podcast sur Paris. Je disais, mais même à Paris, qui est quand même une grande ville, il n'y a pas tant de studios que ça. Bon, il y a Podspace, mais il n'y en a pas 10 000, quoi. Ouais, non, à Paris, on a une dizaine, je dirais. Ça se développe quand même, hein. Il y en a beaucoup qui ouvrent, hein, tu vois. Le mois dernier, il y en a peut-être trois qui ont ouvert encore. Il y en a qui ouvrent dans d'autres villes. Tu vois, à Nice, il y en a un très gros qui a ouvert récemment aussi. Donc, ça se développe de plus en plus. On voit qu'il y a une accélération, en tout cas. Il y a des studios qui J'ai ouvrent de un plus en pote plus aussi vite. qu'on a ouvert un à Montpellier, je sais pas si tu vois qui c'est, Tony Neves, je sais pas si ça te parle, quelqu'un qui est sur Internet. Il, Peut-être. il en a ouvert un, je crois, l'année dernière sur Montpellier. Cool, bah en tout cas, Ok. ça a l'air intéressant. Du coup aussi, on s'est croisé à Bali. Voilà, je t'ai vu que tu voyageais un petit peu partout, on s'est croisés, etc. Comment tu t'arrives à associer ces projets-là, donc Spread, etc., et les projets de dev, et en même temps
bah, ta vie on va dire, de nomade, bah, comment tu t'associes un petit peu les deux Et est-ce que tu voyages souvent d'ailleurs? Est-ce que c'était pas juste un petit voyage comme ça? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, carrément. Bah écoute, je voyageais pas du tout avant 2021, du coup l'époque où j'ai commencé sur Solana. J'ai commencé à voyager à ce moment-là, en fait, quand je suis rentré sur ce projet. Mhm. Je suis parti habiter à Malte pendant 2 ans. D'accord. Donc, mais je t'avoue, en fait, je voyage pas énormément. J'ai bougé pour des conventions beaucoup, donc j'étais à Lisbonne, à New York, etc. Mais je voyage pas forcément pour mes vacances en tout cas. Mhm. Euh, après, du coup, j'ai décidé ouais, de quitter Malte parce que j'en avais un petit peu marre. Je t'avoue, au bout de 2 ans, Et tu Malte, tournes c'est un peu vrai en que rond. je vois beaucoup de personnes qui vont à Malte pendant un moment et qui font rapidement le tour, on va dire, et qui décident d'aller voir un petit peu ailleurs. C'est Ouais. vrai que c'est pas, enfin, c'est assez petit, quoi, c'est ça, il y a pas beaucoup de choses à faire. Non, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est très petit par rapport à Bali, c'est minuscule. Et l'hiver, c'est vraiment pas un moment où tu as envie d'être là-bas, honnêtement. Le climat est Ouais. pas bon du tout. C'est pas très agréable. Après, l'été, c'est vraiment sympa, tu vois. C'est une île qui est cool. C'est proche aussi de la France. Donc, tu peux retourner à Paris en 2h30. C'est quand même très pratique. Ouais. Mais à part ça, voilà. Moi, je me voyais plus rester là-bas à long terme. Et du coup, j'ai décidé de partir. En fait, j'étais parti en Thaïlande pendant un mois en 2022, 2023, 2023. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir à Bali ensuite, parce que j'entendais parler de ça un peu partout, tu vois. Il y avait Melvin, que tu connais aussi, je pense, qui était à Bali, qui m'avait recommandé. On lui passe le Et, bonjour. et voilà. Et du coup, ouais, j'ai décidé de partir là-bas. Je connaissais pas du tout Bali en vrai, à part ce que je voyais sur les réseaux. Je voyais beaucoup les indie hackers à l'époque, un petit peu comme Marc Louvion, etc., qui parlaient de Bali. Et du coup, ça m'intéressait. Je me disais, bah, il y a des gens intéressants à rencontrer, il y a du soleil, ça peut être un bon endroit. Et du coup, je suis parti. Je me suis dit, je pars pour un an. Je me suis dit, ça cache. Alors, je connaissais pas hein, vraiment, mais si je pars pour un an, je verrai bien. Je suis resté là-bas T'as un fait un an. an à Bali? C'est ça? T'as fait un Ouais, an à Bali? je suis arrivé en janvier et je suis parti mi-décembre, ouais, donc quasiment un an, ouais, D'accord. Bah quasiment. nous, quand on s'est rencontrés, tu partais peut-être un ou deux mois après, je crois, c'est ça, hein, si je sais plus c'était quand, mais ouais, ok, d'accord. Je vois un peu. Ouais, Et alors, sûrement, c'était en fin d'année, ouais. ouais, et ça t'a plu Bali? Donc ouais, t'avais l'air Ouais, plutôt. franchement, énormément. Et t'as Énormément. Je pense que je reviendrai, honnêtement. J'aime bien l'île. Je me verrais même bien rester plus longtemps. Après, aujourd'hui, tu vois, j'essaie de focus sur le business et de me déplacer en fonction de ça. Du coup, là, la prochaine destination pour moi, c'est San Francisco. Je pars dans quelques semaines. Et Ouais, le alors but, j'ai c'est vu d'aller ça, tu as rencontrer des partagé ça investisseurs. sur les réseaux, ça a l'air hyper intéressant. Alors complètement différent de Bali, mais en même temps des paysans. Rien à Euh, voir. Comment c'est venu cette idée? Pourquoi San Francisco et t'y vas quand? Voilà. Eh ben, écoute, en fait, James et Eddie, du coup, ils sont déjà partis là-bas il y a 6 mois à peu près en arrière pour Mhm. essayer de faire une levée de fonds déjà sur Podspace, Mhm. s'est quasiment concrétisé, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Et du coup, aujourd'hui, nous, on repart pour ça, pour lever des fonds sur le projet, sur Spread, avec un projet qui est plus tech qu'à l'époque. On a développé aussi des choses, on a un produit déjà qui est en place. On a déjà beaucoup de contacts sur place là-bas qui vont nous aider, qui nous font des introductions. Donc, c'est une bonne chose. On a C'est aussi sympa. Apply à Way Combinator. Je sais pas si Ouais. tu connais. Ouais, je connais. On n'a pas été pris malheureusement sur ce match-là. Après, le taux de play à OAC, il est élevé en général. La plupart des gens qui sont pris, Ouais. ils ont postulé 3, 4, 5, 6 fois. On a discuté d'ailleurs avec des gens qui ont été pris et qui sont vraiment acharnés, tu vois, pendant un an à faire à play à tous les batchs avant d'être pris. Donc, le but, c'est vraiment, ouais, c'est de s'imprégner de là-bas. C'est quand même le cœur de la tech mondiale. Tu vois, toutes les grosses boîtes de la tech sont là-bas. Tous les développeurs qui font de grandes choses aujourd'hui, que ce soit dans l'IA, etc., sont là-bas. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu vois, le réseau, c'est important, les gens avec qui tu t'entoures, etc. Donc, on va passer, moi en tout cas, personnellement, 3 mois là-bas, peut-être plus si ça se passe bien. Et, Et c'est ça euh, comment et ça? on part début avril, du coup, le 2 Début avril. avril. Ah, ça va arriver, ça va arriver. Ça se passe comment en termes de location de budget? Alors, j'avais entendu dire que, bah, à cause justement de la tech, des développeurs, etc., que c'était une dinguerie en termes comment dire, de loyer. C'est vrai qu'on parle parfois de 10 000 dollars pour des petites maisons qui sont pas si grandes que ça. C'est bien, on est dans cet ordre de prix ou c'est des fantasmes qu'on voit sur Internet? 10 000 dollars, je pense que c'est abusé quand même. Tu Abusé, peux d'accord. avoir des trucs à 10 000 dollars, mais t'as pas besoin de mettre 10 000 dollars non plus.
Tu peux trouver Non, des pour choses avoir. décentes, on va dire, à des tarifs standards. Ça se trouve quand même. Oui, totalement. Après, standard, ça reste cher, mais je sais pas, pour 4 000, 5 000 dollars, tu peux trouver des bonnes maisons, 2 chambres, avec toute D'accord. la qualité, etc. Et si tu es moins exigeant, même tu peux trouver des trucs à 2 3 000 dollars, tu vois, sans problème. Ok, ok. Donc oui, ça reste équivalent à ce qu'on voit un peu en Europe ou sur Paris. Enfin, vu le prix des loyers à Paris, maintenant, finalement, c'est pas si choquant que ça. Ça reste des prix. Ok, et t'es déjà allé un peu aux États-Unis, en Californie, tout ça, ou ça sera ta première? Californie sera ma première fois. New York, j'ai déjà été une fois, une semaine pour la crypto à l'époque, pour un événement avec Solana. Cool, cool, cool. Eh bien, écoute, je pense que on a fait le tour de cette interview. Franchement, félicitations à toi, puisque tu me disais, tu as 25 ans. Je pense qu'en 25 ans, tu as fait pas mal de choses. Tu es passé par 42, tu as été freelance, tu as fait de la crypto. Maintenant, tu t'associes sur des projets qui ont l'air intéressants. En plus, tu pars aux États-Unis, vous allez peut-être lever. J'espère que ça va le faire. Je souhaite pour vous. Et puis peut-être qu'un jour, j'inscrirai mon studio de podcast sur Spread. Ou peut-être que je ferai appel à vos services pour peut-être si un jour vous ouvrez à Bali ou ailleurs, j'aurais peut-être besoin de ça. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Écoute, Thomas, je te remercie pour d'avoir accepté l'invitation et j'espère que tout va se passer pour le mieux pour vous et puis kiffez San Francisco. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut, ciao, ciao.